des agriculteurs, mais surtout un problème et des difficultés que l'ensemble des travailleurs, des travailleuses, des privés d'emploi et une grande partie de la jeunesse rencontrent au quotidien. Ce problème, c'est évidemment celui de l'inflation, corrélé bien sûr, et c'est bien là le problème, à un blocage des salaires ou à des augmentations qui sont en fait très insuffisantes. Alors on a tous eu ces derniers mois ces discussions avec nos collègues sur le prix indécent du caddie, sur ce qu'on avait dû changer éventuellement dans notre alimentation, sur ce dont on se prive, que ce soit dans les sorties, les vacances, le chauffage, certains repas, sur ce deuxième boulot que certains ont pris pour arrondir un peu les fins de mois. Moi je travaille dans le commerce. J'avais aussi, à l'inverse, les discussions quotidiennes quasi rituelles sur justement les augmentations de prix qu'on change systématiquement le matin, avec notamment les premiers prix dans les rayons qui prenaient parfois 20, 25, 30% d'augmentation, à comparer systématiquement à notre feuille de paie toujours au ras du SMIC. Alors les derniers chiffres de l'INSEE dont on dispose sur la pauvreté en France remontent en fait à 2021. Ils établissent 9,1 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, soit presque en fait un quart de la population. Et avec les 2 années d'inflation importante qu'on a connues, pour rappel, l'inflation officielle en 2022 c'est 5,2% et 10,4% en 2023, et tout porte à croire que ces chiffres ont en fait grandement augmenté. D'autant que l'inflation a été particulièrement importante sur l'alimentation, le logement, l'énergie et les transports, qui sont en fait les postes qui pèsent le plus, si ce n'est quasiment totalement, dans le budget des plus pauvres. Ainsi, avec la hausse des prix, il aurait fallu, d'après l'INSEE, en 2022, débourser en moyenne 1 320 € de plus pour consommer la même chose qu'en 2021. C'est quasiment un SMIC. Et c'est pas étonnant dans ces conditions de voir que la consommation, notamment la consommation alimentaire, a reculé de presque 10% en volume, en quantité. Et que le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a augmenté de près de 30% en 3 ans. Alors d'où vient-elle cette inflation qui semble s'être stabilisée, ce qui ne veut pas dire que les prix n'augmentent plus du tout, ni qu'on est près de revenir au prix d'avant la vague. On nous a rabâché à longueur de journée que c'était à cause du Covid, puis que c'était à cause de la guerre en Ukraine, puis que en fait, c'était à cause de la reprise économique. Bon, en fait, il y a un peu de ça, c'est vrai, mais c'était surtout des justifications pour qu'on accepte de se serrer la ceinture jusqu'à ce que ça passe. Oui, c'est vrai, la pandémie mondiale et la guerre ont créé des difficultés d'approvisionnement et une hausse des prix des matières premières, mais au-delà de ça, c'est surtout la rapacité des grands groupes qui a alimenté l'inflation, car ils en ont profité pour augmenter leurs marges, même lorsque les coûts sont redescendus. Et c'est donc en fait la spéculation et les bénéfices records des entreprises qui pèsent le plus lourd dans l'inflation qu'on subit de plein fouet. C'est particulièrement vrai dans l'agroalimentaire, où les grands groupes comme Nestlé, Danone, Coca-Cola ou Pepsi ont profité de leur position dominante pour imposer des hausses de prix malgré la baisse de leurs ventes, avec une progression des marges qui est responsable de 70% dans les hausses de prix de l'alimentation. Et on rajoute à ça aussi la grande distribution qui s'est gavée au passage. Si la grande distribution avait bloqué ses marges, l'inflation par exemple sur le prix des pâtes serait de plus 16% et non pas de plus 26% comme ça a été le cas cette année. Au grand désarroi d'ailleurs, rappelez-vous de Bruno Le Maire qui disait s'inquiéter de cette hausse du prix des pâtes pour nourrir sa famille de 4 enfants. Il n'y a pas qu'en France que l'inflation a touché de plein fouet les travailleurs. En moyenne, la hausse de prix a été de près de 6% dans l'ensemble de l'Union européenne et même 14% en Hongrie, 10% en République tchèque. Au Royaume-Uni, la hausse des coûts de l'énergie a tellement pesé sur les classes populaires que la consommation de pommes de terre, considérée comme trop longue à cuire, a chuté drastiquement au point d'avoir une incidence sur le cours de la patate. Car ici, comme ailleurs, l'inflation, ça signifie pour nous une dégradation généralisée du niveau de vie. Et c'est d'abord en fait un moyen de faire baisser les salaires et de maintenir une pression contre les plus précaires, les sans-emploi, les retraités, les jeunes, mais aussi contre tous les salariés. Alors il y en a pour qui l'inflation n'a pas signifié que des sacrifices. Ces 2 dernières années ont aussi été marquées par des bénéfices records, en France comme ailleurs dans le monde. Ça a fait un peu de bruit ces derniers jours. Vous avez peut-être vu que Carlos Tavares, le PDG de Stellantis,
a fait voter par l'Assemblée générale des actionnaires sa rémunération pour 2023 à hauteur de 36,5 millions d'euros. C'est une augmentation de plus 35% par rapport à l'année précédente et même de 50% sur 2 ans. Alors on a un peu de mal à se rendre compte, mais en fait c'est facile, 36,5 millions d'euros, c'est 100 000 euros par jour, samedi, dimanche et jours fériés compris. Les camarades qui travaillent à PSA racontaient que leurs collègues avaient du mal à croire que c'était pas par mois, mais non, c'est bien 100 000 euros par jour que gagne leur PDG, quoi. Mais s'il y a des actionnaires pour voter en faveur d'une telle rémunération, c'est parce qu'en fait, ils gagnent encore davantage. Les actionnaires de Stellantis ont gagné l'an dernier collectivement 6,6 milliards d'euros, soit 18 millions par jour, de quoi remercier même un peu grassement leur principal serviteur. Donc Tavares, ce n'est pas un cas isolé, hein. La semaine dernière, l'ONG Oxfam sortait son rapport sur les écarts de rémunération entre les PDG du CAC 40 et leurs salariés. Et ben, entre 2019 et 2022, sans surprise, la rémunération moyenne des PDG du CAC 40 a augmenté de 27%, alors que le salaire moyen de leurs entreprises n'a augmenté que de 9%. Il y en a quelques-uns qui valent le détour quand même, comme le PDG de Téléperformance, dont la rémunération est 1453 fois plus élevée que le salaire moyen de ses opérateurs, ou celui de Carrefour, seulement 426 fois plus élevé que le salaire moyen. Mais c'est que, en fait, le salaire chez Carrefour, c'est grosso modo le SMIC. Et le problème, il est surtout là, c'est que c'est le niveau globalement trop bas des salaires dans ces entreprises. En réalité, les entreprises du CAC 40 ont enchaîné 2 années records, avec 152 milliards de bénéfices en 2022, 146 milliards en 2023, dont une immense partie, 67 milliards, ont été reversés sous forme de dividendes aux actionnaires et une trentaine d'autres sous forme de rachat d'actions, pendant que nous, on doit choisir quelle pièce on chauffe ou on ne chauffe pas ou tailler dans ce qu'on mange. Tous ces immenses bénéfices réalisés, évidemment, en bénéficiant des largesses du gouvernement à coût de milliards d'argent public de soutien aux entreprises pendant la crise qu'on traverse, alors que dans le même temps, on nous affirme que de l'argent pour l'éducation, pour la santé ou pour augmenter les minima sociaux, ça, il n'y en a pas. Bon, j'ai cité le CAC 40 parce qu'on trouve facilement les chiffres, mais on pourrait citer bien d'autres groupes, pas forcément cotés en bourse, qui réalisent les mêmes résultats. À Marseille, la CMA-CGM a fait 45 milliards d'euros de bénéfices sur ces 3 dernières années, ou même la boîte où je travaille, Decathlon, qui, malgré, ou plutôt grâce à sa politique dite de profit warning, faut comprendre restriction des coûts, a réalisé en fait 2 années particulièrement exceptionnelles. Parce que ces bénéfices, ces grands groupes, ils les ont réalisés sur notre dos, sur le dos des travailleurs et des travailleuses, sur nos salaires, mais aussi sur nos conditions de travail et sur nos emplois. Dans le même temps, Carrefour, par exemple, supprime 1000 emplois en France cette année, franchise une partie de ces grands magasins. Le groupe Stellantis, dont on parlait, a aussi supprimé des dizaines de milliers d'emplois l'an dernier dans le monde et prévoit de fermer l'usine de Douvrin dans le Pas-de-Calais. Et ça sans compter les sous-traitants, comme Emma France à Aulnay-sous-le-Bois, où les ouvriers sont en grève là, depuis 15 jours contre la fermeture du site, qui dépend à 80% des commandes de Stellantis et que le groupe ne juge plus assez rentable. Bref, tous ces chiffres qui font un peu tourner la tête, mais pour dire d'une part qu'en fait de l'argent il y en a, qu'on a besoin d'une augmentation générale de 400-500 euros pour tous et toutes, avec un minimum autour de 2 000 euros, qui semble être communément admis comme nécessaire pour vivre correctement. Et là, j'englobe évidemment aussi les minima sociaux, les allocations chômage, les pensions de retraite. Ce qu'il nous faut, c'est aucun revenu sous les 2 000 euros pour tous et toutes. Ça pour dire aussi que exiger l'augmentation automatique des salaires en fonction de l'inflation, ce qu'on appelle dans notre jargon l'échelle mobile des salaires, ça serait non seulement légitime, mais en fait c'est vital pour toute notre classe. Quelque part d'ailleurs, exiger l'augmentation des salaires, un meilleur partage de la valeur, comme on dit, en fait c'est même pas récupérer tout ce qui nous est extorqué par les capitalistes par le biais de l'exploitation qui est au cœur de la mécanique du système capitaliste. Vous savez, le salaire, ça n'a pas à voir avec le niveau de richesse qu'on produit. Le salaire, c'est le prix de la location de notre force de travail et il correspond, en tout cas, le salaire minimum, on va dire, à ce qui est admis comme nécessaire pour reproduire cette force de travail, c'est-à-dire
se loger, se nourrir et éventuellement fabriquer la prochaine génération de travailleurs. Et ça, c'est variable selon les lieux et les époques. Donc si le salaire minimum en Roumanie, par exemple, se situe aujourd'hui autour de 600 euros bruts contre 1800 euros bruts en France, c'est pas que les travailleurs de l'automobile à Bucarest produisent 3 fois moins de valeur que les mêmes activités à Poissy, c'est que, enfin, ni même qu'ils sont moins qualifiés ou quoi que ce soit, c'est que le coût de la vie et donc le coût de la reproduction de la force de travail n'est pas aujourd'hui le même. Et ça, même le PDG de Michelin le reconnaît quand il envisage, la semaine dernière, un salaire décent pour ses salariés qui serait de 2 fois le SMIC à Paris, mais de seulement plus 20% du SMIC à Clermont-Ferrand, par exemple. Donc, tout ça pour dire que se battre pour des augmentations de salaire, c'est une nécessité partout. Se battre pour vivre dignement de notre travail, mais qu'on n'oublie pas non plus que le salariat reste une relation inégale entre un patron tout puissant et un travailleur contraint de vendre sa force de travail contre un salaire qui ne paye pas toute la valeur qu'il a produite, et que donc c'est quand même du vol. Je parlais de la nécessaire augmentation automatique des salaires en fonction des hausses des prix. Bon, il y a un échelon où s'applique cette échelle mobile aujourd'hui en France, c'est le SMIC, le salaire minimum. Donc pas tout à fait non plus, vous vous doutez bien, puisque cette augmentation automatique du SMIC, elle est indexée sur un niveau global de l'inflation qui ne correspond pas tout à fait à l'inflation telle qu'elle est réellement subie par les petits salaires. Mais la conséquence de cette augmentation automatique du SMIC, qui n'a pas été répercutée sur l'ensemble des salaires, c'est que le nombre de salariés au SMIC ne cesse d'augmenter et le salaire moyen de baisser par la même occasion. En 2023, c'est 17,3% des salariés du privé qui touchaient le SMIC, en grande majorité des femmes d'ailleurs, et c'est une proportion à peu près similaire dans le public, contre 14,5% en 2022 et 12% en 2021. Même Gabriel Attal s'inquiète aujourd'hui de vouloir désmicardiser la France, mais en fait, l'inflation, elle ne vient qu'accélérer une dynamique qui était déjà présente parce que ça fait depuis les années 90 que la proportion de salariés au salaire minimum ne fait que progresser en raison principalement des exonérations de cotisations sociales sur les plus bas salaires pour les entreprises qui en profitent largement. Alors finalement, que faut-il faire face à l'inflation pour regagner un peu du pouvoir d'achat et vivre dignement ? Je l'ai déjà dit, nous on pense qu'il n'y a pas de meilleure réponse que d'augmenter les salaires et de prendre l'argent là où il est pour les travailleurs et les travailleuses. Mais du côté des économistes patronaux, on nous répond oh là là, impossible, ça serait entrer dans une spirale inflationniste. Bon. On a quand même envie de leur dire qu'aujourd'hui, le problème est plutôt l'inverse, c'est que les salaires stagnent et que l'inflation continue, elle, en spirale, parce qu'elle est mise au service des profits. Donc le problème, il n'est pas là. Donc pour ne pas augmenter les salaires, le gouvernement réfléchit à d'autres mesures, notamment une augmentation de la TVA, pour compenser une baisse des cotisations sociales et ainsi augmenter le salaire net. Compenser la hausse des prix en augmentant encore davantage les prix, c'est une idée lumineuse, mais c'est surtout une belle arnaque qui consisterait encore à faire peser l'effort sur les plus petits revenus, qui payent en proportion bien plus la TVA. Du côté du patronat, on nous propose au mieux des primes, là encore souvent exonérées de cotisations, bien évidemment. Alors oui, tout est bon à prendre, hein, des primes, pourquoi pas, mais c'est loin d'être suffisant. Quand elles sont ponctuelles, ces primes, même importantes sur le moment, elles ne peuvent pas compenser tout ce qu'on perd au quotidien avec l'inflation. Et même quand elles sont récurrentes, comme c'est le cas par exemple à mon boulot, c'est des primes qui sont variables et qui dépendent largement de la conjoncture. Par exemple, nous, on est primés sur l'augmentation du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Dans un contexte de diminution de la consommation, vous voyez bien le problème que ça pose. Et puis ces primes, elles comptent dans nos revenus quand on veut demander des aides, par exemple, mais pour ce qui est du calcul de la retraite ou quand on veut demander un prêt à la banque ou louer un appartement, d'un coup, les primes, ça n'existe plus. Du côté de la gauche, les solutions qui sont avancées face à l'inflation, ce serait de bloquer les prix. Donc, pour certaines catégories de prix, on peut le concevoir, hein, pour les loyers, pour l'électricité, pourquoi pas. Mais plus globalement,
en fait, ça n'aurait une portée que provisoire si on ne pose pas le problème de qui contrôle les grands groupes et qui fixe réellement les prix. Pour prendre directement dans les poches du patronat, en fait, il faut aller vers des grèves sur les salaires, il n'y a pas d'autre solution. Des grèves qui portent en elles la perspective d'un contrôle par les travailleurs et les travailleuses eux-mêmes. Face aux patrons qui agitent la menace des délocalisations dans les pays en Europe ou ailleurs où les salaires sont plus bas, à l'extrême droite comme du côté de la gauche soi-disant radicale, on dénonce aussi le dumping social et on met en avant un arsenal de mesures protectionnistes. Mais en fait, il faut faire attention à ne pas se tromper d'ennemi. Selon ce raisonnement, le problème des bas salaires ici, ce serait la pression que produit sur les salaires et sur l'emploi en France l'existence même de plus bas salaires dans d'autres pays. Mais en réalité, alors déjà, les salariés roumains, polonais, portugais, ils subissent eux aussi l'inflation de plein fouet et parfois le même chantage aux délocalisations dans leur propre pays. Par ailleurs, les secteurs comme la distribution, le commerce, le service à la personne qui ne risquent pas d'être délocalisés n'en subissent pas moins en fait les licenciements, les salaires de misère et les conditions de travail infernales. Bref, le problème, c'est bien que le grand patronat fait globalement pression pour maintenir les salaires le plus bas possible et qui fait feu de tout bois pour augmenter l'exploitation en mettant les travailleurs en concurrence les uns avec les autres. Donc bien plus que des frontières douanières, ce qui nous protégera, ce sont des luttes, y compris des luttes conjointes pour une amélioration des conditions de vie et de travail en France, en Europe et partout dans le monde, pour un monde sans frontières ni patron finalement, comme le dit notre liste. D'ailleurs, pour finir un peu là-dessus, des mobilisations, des grèves pour des augmentations de salaire, il y en a eu quand même ces derniers mois, il y en a toujours, ici mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, au Portugal et même aux États-Unis. En France, dans les services publics ou dans le privé, les 2 dernières années ont été émaillées de milliers de grèves plus ou moins importantes, dont certaines ont été un peu médiatisées, comme celle dans les raffineries en octobre 2022, chez Verbaudet au printemps 2023, à Disneyland Paris ou chez les contrôleurs de la SNCF dernièrement. Ces mobilisations, elles ont parfois été victorieuses d'ailleurs, au bout de quelques jours de grève, mais elles sont restées éparpillées. Et elles ont rarement regroupé, ne serait-ce qu'à l'échelle de toute une entreprise, d'un groupe ou voire d'une branche, quoi. Du côté des directions syndicales nationales, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont absolument pas cherché à coordonner ces mobilisations. Pendant la mobilisation contre la réforme des retraites qui a mis des milliers de personnes dans les rues et qui mobilisait des millions de travailleurs et de travailleuses, au moment même où des grèves sur les salaires se multipliaient, l'intersyndicale n'a jamais cherché à lier la revendication du maintien de l'âge de départ à la retraite et du montant des pensions avec l'urgence de l'augmentation des salaires. Et alors qu'elle nous avait promis, après l'échec de faire capoter la réforme des retraites, qu'on allait voir ce qu'on allait voir l'année suivante sur les salaires, on a vu. Et tout au plus, les journées d'octobre et de mars qu'il y a eu sur les salaires dans le privé et dans la fonction publique, leur ont servi à tenter d'avoir voix au chapitre dans le cadre du dialogue social auquel elles aspirent, mais pas du tout à préparer un nécessaire tous ensemble pour exiger une augmentation générale des salaires, des minima sociaux, des allocations et des pensions. Donc quoi qu'il en soit, nous on est convaincus, c'est bien le chemin de ces luttes collectives qu'il faudra prendre, quitte à nous organiser nous-mêmes pour construire ce grand mouvement d'ensemble qui serait nécessaire, pour arracher déjà ce dont on a besoin pour vivre dignement, pour du pain et des roses, pour reprendre la formule des ouvrières du textile dans le Massachusetts en 1912, mais au-delà pour reprendre aussi des mains des capitalistes tout ce qui nous est dû, tout le fruit de ce qu'on a produit, et puis pour pouvoir décider de tout. On va passer à la discussion. Je propose qu'on prenne des interventions.